Bonsoir, monsieur. Avec votre agenda chargé, c'est un privilège de vous recevoir ici. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Enchanté. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Notre invité dirige la division prévention et lutte contre la maladie en Guinée depuis 6 ans. Dr Sakoba Keita, avec l'apparition de la fièvre hémorragique à virus Ebola, a une voix et un visage qui comptent parmi les plus connus aujourd'hui. Dr Sakoba Keita est la source la plus rassurante sur l'évolution du virus en Guinée. Dans cet entretien, il nous fera le point sur le dispositif de riposte. Docteur, l'Afrique de l'Ouest et particulièrement la Guinée fait face aujourd'hui à la plus importante forme d'épidémie à virus Ebola depuis l'apparition de cette maladie en 1976. Pour vous, pourquoi? Bon, on ne connaît pas réellement la cause exacte de la survenue de cette épidémie en République de Guinée. Les investigations sont en cours et parce que c'est la première fois que notre pays connaît cette maladie. C'est vrai qu'il y a eu des cas diagnostiqués en Côte d'Ivoire à côté de nous, mais il n'y a pas eu beaucoup de nombre, c'était un seul cas dans le temps passé. Pour cette fois-ci, depuis la deuxième quinzaine du mois de décembre, nous avons connu cette maladie qu'au début on appelait mystérieuse, donc on a réussi quand même à confirmer au mois de mars, et il y a une déclaration du gouvernement à propos. Les chiffres vraiment font aujourd'hui très froid au dos. À un moment, il y a eu un arrêt. Aujourd'hui, il y a une certaine recrudescence. Qu'est-ce qui l'explique? Pour le moment, nous, on ne considère pas l'état que la Guinée vit comme une recrudescence. C'est vrai qu'on a eu des époques d'évolution. À un moment donné, vers le mois de mars-avril, on a eu une des poussées. Après, il y a eu baisse. Après, nous avons connu une autre poussée vers le mois de mai. Et ensuite, il y a eu une baisse. Et actuellement, la dernière poussée est en train de s'estomper. Donc, les causes que nous avons trouvées, c'est qu'il y a une insuffisance de recensement des contacts. Les familles n'ont pas décliné l'identité de tous les contacts. Et donc, ce qui a fait que ce sont ces contacts qui ont développé la maladie. Et la dimension transfrontalière de la maladie, certains de nos parents qui résident au Libéria et en Sierra Leone, qui ont regagné la patrie et qui étaient soit des contacts ou des gens infectés et qui ont eu à infecter d'autres personnes dans leur foyer. Et ce qui explique un peu cette remontée, plus la réticence qu'on a notée dans certains villages, notamment en Guinée forestière et dans certaines familles de Conakry, qui ne voulaient pas qu'on recense et faire le suivi de leurs contacts. Donc ceux-ci ont gardé des personnes potentiellement infectées et qui ont eu à développer des maladies. Donc c'est ainsi qu'on est actuellement, on a pu résoudre ces difficultés d'aide relationnelle. C'est vrai quand même par rapport à l'Afrique centrale, la RDC, l'Ouganda, à un moment, MSF dans un de ses rapports dit que la maladie s'est développée en Afrique de l'Ouest parce que tout simplement en Afrique de l'Ouest, les gens se déplacent trop vite. Bon, les mouvements sont des facteurs qui ont favorisé non seulement la dispersion des cas en Guinée, mais aussi dans les autres pays voisins. Et c'est évident que le déplacement des contacts, des cas suspects, des malades d'une localité à une autre, a favorisé la dispersion de la propagation, disons, de cette maladie. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour essayer de renverser le cours de l'épidémie en Guinée et dans le reste de la sous-région? Vous savez, face à cette situation, il y a eu déjà plusieurs réunions au niveau interministériel, même au niveau des chefs d'État, et il y a eu des communiqués. Et tout récemment, il y a eu un état d'urgence sanitaire qui a été proclamé dans notre pays. Et on a déjà de grandes stratégies qu'on était en train de mettre en œuvre, notamment organiser la prise en charge des cas pour que tous nos concitoyens malades de ce virus puissent être pris en charge très précocement et lui
donner beaucoup plus de chances de survie. Et il y a aussi le suivi des contacts. Nous savons que la plupart des nouveaux cas se trouvent parmi les contacts. Donc ça aussi, on est en train de renforcer à ce niveau. Il y a aussi la gestion des décès. Et près de 60% des cas guinéens sont consécutifs soit par manipulation de décès ou par suite de participation à des cérémonies finales. Il y a aussi au niveau des formations sanitaires, car nous avons eu près d'une quarantaine de gens de santé infectés, dont 22 décès dans nos formations sanitaires, ce qui dénote un relâchement de la prévention des infections au niveau de nos formations sanitaires qu'on est en train de renforcer parce qu'on ne veut plus avoir d'agents de santé infectés dans nos localités. En plus, nous allons mettre un accent sur la participation communautaire. On s'est rendu compte que dans toutes nos stratégies, nous avons besoin d'être accompagnés par la communauté, par les leaders, par toute personne, la société civile, toute personne de bonne volonté, afin qu'on puisse avoir l'adhésion des populations à nos stratégies, ce qui va nous donner beaucoup plus de chances de succès. Ça veut dire que le virus n'est pas incontrôlable? Bon, pour nous, le virus n'est pas incontrôlable parce que le mode de transmission est connu. Il suffit de prendre le contre-pied du mode de transmission et que chaque Guinéen se dise que le virus ne passera pas par moi. Par conséquent, je vais appliquer les mesures de prévention standard et cela. Et si tous les Guinéens le faisaient, je suis sûr qu'en 3 semaines, on pourra arrêter la propagation de cette maladie. Vous parlez à un instant du cas des médecins qui ont été victimes, qui font partie des grandes victimes de cette épidémie. Est-ce qu'aujourd'hui, le risque que des médecins soient infectés est écarté? Parce qu'à un moment, le corps médical demandait des équipements supplémentaires. Aujourd'hui, est-ce que ce risque est minimisé, pour ne pas dire écarté? Bon, je pourrais confirmer que ce risque s'amenuise de jour en jour. Premièrement, il y a eu des formations en matière de prévention des infections pour le personnel de santé qui se poursuit d'ailleurs. Et deuxièmement, M. le ministre vient d'adresser un circulaire à tous les chefs d'établissement pour mettre un peu plus de rigueur dans la surveillance et le contrôle de l'infection au sein des établissements. Et en plus, nous sommes en train de distribuer une quantité énorme de matériel de protection à toutes les formations sanitaires. On a reçu d'importants stocks qui est en cours de distribution. Mais quelle que soit la disponibilité du matériel, nous nous sommes rendus compte que le comportement de l'agent est primordial. Il faut que l'agent se dise qu'il doit se protéger, protéger son malade et protéger son environnement. Parce que, avant tout, les localités qui ont initié, ils n'avaient pas d'autres armes pour empêcher la propagation à leur niveau et pour ne pas s'infecter que nous et le savon. La plupart d'entre eux ont mis des bidons dans leur salle de consultation. Avant la consultation et après la consultation, ils se lavaient les mains. Mais maintenant, nous, on va donner des blouses jetables, on va donner des gants, des lunettes de protection. Mais même avec ça, il ne faut pas oublier de se laver les mains. Le savon et l'eau restent l'arme la plus redoutable contre le virus Ebola. Et là, on voit avec une solution en venant sur ce plateau. Voilà, donc je suis venu avec la... Tous les Guinéens fassent comme ça? J'aurais souhaité que tous les Guinéens aient en tête que pendant cette période, il faut avoir le réflexe de se désinfecter la main après des accolades, après avoir salué des gens ou de toucher des objets. Parce que tu ne sais jamais si l'objet que tu as touché a été déjà touché par un malade suspect qu'on ne connaît pas. Tu ne sais pas la personne que tu as saluée si c'est un contact inconnu que nous avons. Donc le mieux, c'est soit tu ne donnes pas d'accolade ou après l'accolade, vous vous désinfectez la main immédiatement. Si tout le monde avait ce réflexe, et là, ça pourra nous aider à minimiser la transmission au niveau communautaire. C'est vrai, ce flacon est un peu plus volumineux, mais il y a des conditionnements noirs beaucoup plus petits qu'on retrouve dans toutes les pharmacies en Guinée et à un coût abordable. Docteur, finalement, le chef de l'État a décrété l'état d'urgence sanitaire dans le pays. Pour vous, quelle pourrait être l'efficacité d'une telle mesure dans la riposte organisée? Pour nous, l'état d'urgence sanitaire est venu à point nommé.
D'abord, c'est un cri de mobilisation de toutes les composantes de notre société pour leur dire que le pays est menacé par un virus et a été agressé par un virus. Et pour venir à bout de ce virus, il faut que chacun de nous se mobilise. Et en plus, nous, on avait déjà pris des mesures standards pour pouvoir contrer cette épidémie, mais on a constaté qu'il y a une insuffisance d'implication des autres composantes de notre société dans la lutte. Et si chacun de nous considérait que cette lutte se relève du ministère de la Santé et ne se voyait pas très impliqué, on est en train de voir que la dimension que cette épidémie a pris, la seule force du ministère de la Santé ne suffit plus. Donc tous les secteurs des différents départements qui peuvent apporter leur contribution pour contrer cette maladie, ainsi que la société civile et toutes les composantes de notre société, y compris les populations elles-mêmes qu'on a en charge de protéger et qu'on a besoin de leur contribution pour adhérer à la lutte contre cette maladie. Et il est vrai qu'il y a eu des mesures où on a été beaucoup léger, maintenant qu'on veut renforcer, et pour qu'il y ait un caractère un peu plus fort, afin que chacun puisse respecter certaines normes et qui vont certainement nous conduire à la fin de cette épidémie dans un bref délai. Cela va sans dire que la Guinée, c'est bon d'avoir développé des comportements à l'interne, mais à l'externe aussi, il ne faudrait pas qu'il y ait de nouveaux cas. C'est pourquoi il y a des postes aujourd'hui frontaliers qui sont identifiés où des mesures doivent être renforcées. Qu'est-ce qui est fait à ce niveau? On parle de 41 postes frontaliers. Bon, dans les dispositifs contenus dans le communiqué d'urgence sanitaire, il y a à peu près 5 points que nous sommes chargés avec les partenaires de faire une mise en œuvre rapide. Et premièrement, c'est le premier point dont vous nous parlez, c'est le contrôle sanitaire aux frontières. Nous avons dénombré 41 postes, les postes les plus importants et qui drainent plus de 90% de nos trafics. Et tout au long de la Guinée, on a déjà convoyé 5 camions chargés de matériel de protection et de désinfection pour pouvoir les mettre dans ces différents postes que nous allons lancer dans quelques jours. C'est probablement demain et que cette mission de mise en place de ces postes vont assurer un contrôle systématique le long des frontières et avec des objets, des outils très modernes et avec des moyens de communication et des moyens de prise en charge de cas suspects que nous allons redéployer dans les 41 postes. Donc ça c'est l'une des exigences et tous les malades suspects seront drainés directement dans le centre de traitement le plus proche. Donc voilà un peu, et ainsi que toutes les familles qui rentrent du Libéria ou de la Sierra Leone vont être recensées et suivies dans leur localité de réception. Oui, par rapport à ces personnes contacts là, on se dit souvent dans des pays comme le nôtre où les gens ne sont pas sur un fichier, donc c'est pas facile de les retrouver. On se demande comment est-ce que vous faites pour retracer les contacts d'une personne que vous avez reçue comme patient ou bien souffrant, victime d'Ebola? Pour vous donner un exemple pratique, le confrère de Kouroussa qui avait quitté le centre de traitement de Siviri et qui était venu jusqu'à Kouroussa, à 200 km dans la sous-préfecture de Banfele, et il a été retrouvé en moins de 24 heures et toutes les personnes qui étaient dans son taxi et pendant le circuit ont été recensées et sont suivies. Et sa femme aussi qui s'est déplacée pour aller à Farana, actuellement est suivie à Farana et avec sa femme même, nous avons recensé 40 personnes qui sont autour de cette femme et qui sont en train de faire leur suivi. Mais je vous informe, la bonne nouvelle c'est que ce monsieur est déclaré guéri aujourd'hui. Justement, par rapport au cas de guéri, dites-nous, une personne qui a déjà contracté le virus et qui s'en sort, comme le cas
de ce monsieur de Sigiri, est-ce qu'il est immunisé contre une nouvelle infection? Bon, pour le moment, nous n'avons pas eu de cas de réinfection chez les gens qui ont été déclarés guéris. Donc selon la littérature, ils ont une immunité qui reste pendant longtemps. Comme vous savez, c'est une nouvelle maladie et il nous faut du recul pour pouvoir préciser la durée de l'immunité. En tout cas en Guinée, pour le moment, sur notre liste, parce qu'on a une base de données et des contacts et des cas, donc il n'y a pas eu encore quelqu'un qui soit déclaré guéri et qui se soit réinfecté. À ce jour, les guéris sont nombreux. Les guéris sont une centaine aujourd'hui. Docteur Sakouba, pour terminer, au début de cette épidémie, ce n'était pas la seule maladie à laquelle la Guinée devait faire face. Il y avait l'épidémie de rougeole, il y avait la méningite. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est de ces épidémies-là? Bon, merci pour cette question pertinente. Il est vrai que cette année est particulière pour notre pays. Le début de l'année a connu une épidémie de rougeole qui a pratiquement touché toutes nos préfectures. On a eu à vacciner près de 25 préfectures, y compris les 5 communes de Conakry. Il y a eu une épidémie aussi de méningite dans les préfectures de Sigiri et de Mangana qui ont reçu aussi des vaccins. Et aujourd'hui, ces épidémies-là sont contrôlées. Et on a eu 2 cas de choléra à Kamsa et qui a été vite contenu. Et donc on a eu à vacciner les îles. Parce que selon une contre le choléra, avec le vaccin Chancol, qui s'est révélé efficace en 2012, qu'on a eu à faire ça pour Kabak et Bofa. Et fort de cette expérience, nous avons préféré vacciner toutes les îles de Forêt-Caria, de Dubreka, de Koya et de Bokeh. Donc parce que c'est à partir des îles que les premiers cas surviennent. Donc nous avons, avec la branche humanitaire de l'Union européenne ECO, qui nous a avancé ces doses, et nous avons eu à vacciner en matière de prévention de la survenue du choléra, parce qu'on ne voulait pas avoir à gérer Ebola et choléra. Mais il faut reconnaître qu'on a eu beaucoup de cas de méningite et de rougeole, mais face à l'ébolaphobie que nous vivons aujourd'hui, Ebola a éclipsé ces autres domaines, mais dans mon service, il y a des gens qui ont été détachés pour s'occuper du suivi et même de la riposte contre ces maladies. Vous êtes confiant quant à la victoire finale de notre pays, de l'Afrique de l'Ouest, face à cette épidémie? À l'épidémie d'Ebola. Non, ça je suis sûr et je me mets en première ligne. Toute chose, j'ai dans ma tête et dans ma conviction religieuse que toute chose qui commence s'estompe un jour. Maintenant, pour raccourcir la longueur de cette épidémie, c'est pour cela que c'est substitué nos interventions afin que s'il devait durer des années, pour qu'on puisse le raccourcir en quelques jours ou en quelques mois. Docteur Sakouba Keita, merci pour cet entretien. C'est à moi de vous remercier. Merci à vous et à la prochaine.